allons continuer l'exposé que j'ai commencé hier. On va faire le deuxième épisode aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de chercher à comprendre comment l'amour et l'attachement ne sont pas les mêmes manières d'aimer, et pourtant les deux sont une forme de socialisation. On nous a toujours présenté l'amour comme quelque chose de non matériel, d'éthéré, et je suis désolé, mais je vais vous le présenter comme un apprentissage dans la mémoire, et qui pourtant, après cette empreinte biologique, permet pourtant la socialisation, parce qu'il y a une manière d'aimer qui fait qu'on s'inscrit bien dans la relation avec les autres, et il y a au contraire certaines manières d'aimer qui font qu'on est difficile à aimer et que notre socialisation est difficile. On se désocialise quand on aime mal. Alors voilà l'exposé, voilà l'idée qui va organiser mon exposé. Alors, hier, on disait que nos universités ont pris le pouvoir en fragmentant le savoir. L'enfance, la petite enfance, l'adolescence, l'adulte, les personnes âgées. Ce sont des catégories didactiques qui nous permettent de comprendre, mais ce n'est pas comme ça que nous, praticiens, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour nous, praticiens, il y a une continuité changeante. C'est-à-dire que notre identité, on a l'impression qu'on est toujours le même, alors que tout autour de nous ne cesse de changer et que tout au fond de nous ne cesse de changer. Et malgré ces changements incessants, on a toujours la curieuse impression de rester nous-mêmes alors qu'on change tout le temps. Quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, j'étais entouré de vieux. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il n'y a autour de moi que des jeunes. Tout le monde me paraît jeune. Donc c'est plutôt agréable, alors que moi, bien sûr, je n'ai pas changé. Mais quand j'entends dire que la France et l'Espagne vieillissent, ce n'est pas vrai. Je suis entouré de jeunes gens. Alors, comment comprendre ça ? C'est-à-dire que la première image que je vous propose, c'est celle-là. Je l'ai montrée hier, mais je vais l'interpréter aujourd'hui d'une autre manière. Hier, je disais, lorsqu'un enfant, un bébé préverbal, puisque aucun bébé ne parle le jour de sa naissance, tous les bébés sont obligés d'attendre la 3e année pour avoir accès à la parole. Comment se fait-il qu'aucun bébé ne parle le jour de sa naissance ? Parce qu'il y a une préparation à faire. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait juste. Il y a un seul bébé qui a parlé dès le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, de Rabelais. Et à peine né, Pantagruel s'est écrié « À boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Lorsque un enfant est isolé affectivement, je disais hier qu'en neuroimagerie, au scanner de ville, on constate sans difficulté une pseudo-atrophie bifrontale, c'est-à-dire que si on ne parle pas, si on ne joue pas, si on ne toilette pas, si on ne gronde pas un bébé, on ne stimule pas cette zone cérébrale et les neurones ne vont pas se connecter avec les autres et on a une impression d'atrophie. Or, il suffit de proposer un substitut affectif aux bébés préverbaux, âgés de 2 ou 3 ou 4 mois, pour que aussitôt, le soir même, la résilience neuronale se déclenche et que le soir même, les neurones repartent à la connexion les uns avec les autres et que la pseudo-atrophie disparaisse très rapidement. Donc, contrairement aux préjugés, la résilience neuronale est la plus facile à déclencher. Or, une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'anticiper.
c'est-à-dire d'imaginer son avenir, d'imaginer ce qui va venir et qui n'est pas dans le contexte. Et une autre fonction du lobe préfrontal, c'est de se connecter avec l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions intenses, de frayeur ou des émotions insupportables. C'est-à-dire que lorsqu'on isole affectivement un bébé, on ne stimule pas son lobe préfrontal et l'amygdale rhinencéphalique n'est plus freinée et son volume est multiplié par 10. C'est-à-dire que désormais, un enfant dont le cerveau a été ainsi sculpté, façonné par l'affectivité de son milieu, éprouve toute information comme une agression. Et c'est des enfants qui se sentent toujours agressés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux ma photo? Et ce sont des enfants, on leur dit bonjour, parle-moi gentiment. Et pour eux, tout est une agression. Or, il suffit de les sécuriser pour que, lentement, ils apprennent à s'exprimer autrement, à réguler leurs émotions. Or, on voit que cette mise en place commence en fin de grossesse et dans les premiers mois de la vie. Lorsque, à Toulon, on avait fait un premier congrès international sur la communication très précoce en fin de grossesse et pendant les premiers mois de la vie. Et on avait rendu observable que les bébés, très tôt, avaient une mémoire à courte échéance, une mémoire de travail, très rapide. Et on avait enregistré la différence de comportement quand une mère ou un père toilette un bébé. Alors on avait enregistré et les femmes ont un style affectif différent du style affectif des hommes. Et les bébés se développent bien dans les deux styles, dans les deux niches affectives, ils se développent bien, mais pas de la même manière. Les femmes sourient plus que les hommes, elles parlent plus que les hommes. Et à la fin de la toilette, quand le bébé est bien propre et sent bien bon, elles prennent le bébé, l'embrassent sur le ventre et prennent le bébé et le collent contre leur poitrine. Alors on avait demandé, monsieur, on dit que vous êtes le père de cet enfant, on va le croire, voulez-vous toiletter votre bébé? Alors les hommes sourient beaucoup moins, ils rigolent pas, ils sont sérieux, ils toilettent le bébé, ils parlent beaucoup moins, et à la fin de la toilette, ils font un jeu que ne font presque jamais les femmes, c'est-à-dire qu'ils prennent les jambes du bébé et le font pédaler. Et les femmes ne savent pas faire ça. Et puis il y a un autre jeu qui est le lancer de bébé. C'est-à-dire que les femmes prennent les bébés et les mettent contre leur poitrine, et les hommes prennent les bébés et ils leur font faire l'ascenseur. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça inscrit dans la mémoire du bébé de 2 à 4 mois? Qu'est-ce que ça inscrit dans sa mémoire? Donc, Elisabeth Fivaz, qui est professeure en Suisse, à Lausanne, nous a dit, eh bien, pour répondre à cette question, il suffit de filmer non pas la fin de l'interaction comme vous l'avez fait, mais il suffit de filmer le début de l'interaction suivante. Et en effet, on a constaté que quand la mère s'approche d'un bébé de 2 à 4 mois, le bébé reconnaît son visage, les basses fréquences de sa voix, son odeur, il sourit et il offre son petit corps. Et lorsque le père arrive, il reconnaît la voix, il reconnaît des morceaux du visage, il sourit, mais au lieu d'offrir son petit corps, il se recroqueville, probablement parce qu'il pense, on va rigoler, mais ça va être intense. Alors, donc ça veut dire que le bébé anticipe déjà ce qui va se passer, il anticipe ce qui va se passer, qui n'est pas dans le contexte, parce que c'est déjà inscrit
dans sa mémoire. Donc déjà, de manière préverbale, le bébé a appris à se comporter différemment avec une figure féminine et une figure masculine, même si les deux ont de bons résultats éducatifs, et si la mère est débordée, si elle est malade, c'est bien que le père puisse ou fournir un substitut affectif. C'est bien, c'est parfois nécessaire. Pour la fonction du couple, le couple fonctionne mieux quand les pères acceptent de faire ça, mais ce n'est pas le même style. Le résultat est bon, mais ce n'est pas le même style d'interaction. Mais les deux sont probablement nécessaires. Alors je disais hier, on arrive au 20e mois et tous les bébés du monde, quelle que soit la difficulté de la langue qui les entoure, tous les bébés du monde apprennent la langue maternelle en 10 mois. C'est-à-dire qu'ils apprennent à peu près 3000 mots en 10 mois, les règles de grammaire et même les exceptions à ces règles de grammaire. Mais il y a une petite différence, c'est que quand on cesse de faire de l'angélisme en psychologie et qu'on cherche à savoir comment les bébés filles et les bébés garçons réagissent, est-ce qu'ils réagissent de la même manière ou est-ce qu'ils réagissent différemment? Et on constate que à 17 mois, les bébés filles ont déjà acquis 50 mots et un début d'articulation grammaticale des mots entre eux, performance intellectuelle que les garçons ne feront qu'à l'âge de 22 mois. Mais ça reste entre nous, hein. C'est un secret qui ne doit pas sortir de cette salle. Hein. C'est-à-dire que les filles accèdent à la parole beaucoup plus tôt que les garçons. Et ensuite, elles parlent mieux que les garçons. La preuve, c'est que parmi les interprètes, il y a une très forte majorité de femmes, que dans la vie courante, les femmes maîtrisent mieux la parole que les hommes, et comme elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes, c'est elles qui ont le dernier mot. Alors, on voit que la culture, pourtant, participe déjà à ce façonnement. Alors, j'ai bien dit, volontairement, la culture participe au façonnement du style affectif et à l'imprégnation dans le cerveau de ces manières d'aimer qui socialisent. Vous avez bien suivi le raisonnement, c'est un raisonnement systémique. Ça n'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoquent un effet, peuvent l'améliorer, déclencher un processus de résilience ou l'aggraver. Ça n'est plus, s'il y a des cartésiens dans la salle, ils vont passer une mauvaise matinée. Parce qu'une cause provoque un effet, ça n'est plus possible. Déjà dans les sciences dures, ça n'est plus possible. Alors vous pensez bien qu'en psychologie ou dans les sciences humaines, c'est encore moins possible. C'est une convergence de causes qui, toute notre vie, va tutoriser nos développements pour les améliorer ou pour les aggraver. Alors, on a fait l'observation suivante. Avec Michael Rutter, on s'est dit, et avec Michel Delage à Toulon, on s'est dit on va faire deux populations. Une population d'enfants qui consultent dans des centres médico-psychologiques dès l'âge de 5-6 ans pour hyperkinésie, c'est pratiquement que des petits garçons, très peu de filles hyperkinétiques, et on va comparer, on va suivre cette population jusqu'à l'âge du premier amour, qu'on va très approximativement situer à 15 ans. Mais il y a des gens qui tombent amoureux avant, des gens qui tombent amoureux après, et il y a 10% de la population qui ne tombe jamais amoureux. Mais alors on va dire 15 ans pour faire un schéma de raisonnement. Et on va comparer le devenir, que deviennent les styles d'attachement après le premier amour. Je propose de distinguer les deux. Comme on l'a dit hier, l'attachement, c'est une imprégnation, une recherche de proximité avec une base de sécurité où on s'approche de la base de sécurité, on maintient le contact avec la base de sécurité
Et une fois sécurisé, on a le courage et le plaisir d'explorer le monde. Ça ne vous ennuie pas d'être ma base de sécurité. Donc ça veut dire que lorsque ce style affectif est acquis, on a acquis un style d'attachement qui socialise et qui donne le plaisir d'apprendre, apprendre le monde des choses et apprendre le monde des gens. Le plaisir d'apprendre s'enracine si j'ai une base de sécurité. Ma mère, mon père, ou comme je le disais hier, un système familial à multiples attachements. S'il y a ma mère, mon père, ma grande sœur, une tante, un chien, les métiers de la petite enfance, si je suis sécurisé, aller à l'école, ça va être un jeu, ça va être un plaisir, le plaisir d'apprendre, le plaisir de rencontrer des copains. Si je suis insécurisé parce que mon père est violent, parce que ma mère est malade ou morte, parce que ma mère a une histoire difficile, elle va me transmettre sa difficulté historique dès ma naissance. Et je vais acquérir, je vais apprendre, à mon insu, involontairement, et involontairement aussi de sa part, je vais acquérir un style affectif non sécure. Et j'aurai peur de l'école, j'aurai peur de vous rencontrer, et j'aurai même peur de vous aimer. Et pourtant, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Mais l'affection, je ne sais pas faire, je ne suis pas sûr de moi. Si vous m'aimez, je vais avoir peur. Et je vais fuir ce dont j'ai le plus besoin, l'affection que vous m'offrez et que je ne saurais pas recevoir. Donc il faut s'entraîner à raisonner en termes d'interaction, et non pas, comme nous l'a appris Descartes, une cause qui provoque un effet. Or, on s'est rendu compte que, alors ça c'est l'attachement, et je crois qu'il faut distinguer l'attachement et l'amour. La définition, la plus simple définition que je propose de l'amour, c'est que l'amour, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire que je me développe, c'est la folie amoureuse. Alberoni, en Italie, a bien décrit la folie amoureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas logique, c'est presque un délire. Je suis possédé, je vais vous faire une confidence. Marilyn Monroe était amoureuse de moi. Et elle ne m'a jamais offert un bouquet de fleurs, elle ne m'a jamais donné un coup de téléphone. C'est-à-dire que j'étais dans une merveilleuse folie amoureuse, et bien sûr, moi j'étais possédé par l'amour de Marilyn Monroe, et elle ne l'a jamais su. Et c'est-à-dire que c'est un délire. Le délire au sens étymologique du terme, en latin, c'est de lira. Dé, hors de, lira, le sillon. Je suis coupé de la réalité sensible, je sors du sillon et je me soumets à l'idée que je me fais de Marilyn Monroe, amoureuse folle de moi. J'ai passé, grâce à ce délire, quelques mois délicieux, et puis il a bien fallu que la réalité me reprenne un jour et que j'accepte que Marilyn Monroe, je me demande si vraiment Marilyn Monroe a été amoureuse de moi. Alors, lorsque on arrive, donc c'est l'amour et l'attachement, c'est totalement différent. Quand je suis amoureux, je suis dans un merveilleux délire, alors que quand je suis attaché, j'ai un comportement de recherche de proximité, de maintien de proximité avec ma base de sécurité qui me donne le plaisir d'explorer. Je vais me socialiser parce que ma base de sécurité, elle est là, ou elle est là dans ma mémoire, ou elle est là dans mon cœur, dans le style affectif qu'elle m'a appris. Donc voilà, c'est donc deux concepts totalement différents. Alors avec Michel Delage et la petite équipe toulonnaise, on a comparé nos deux populations. Une population d'enfants en difficulté depuis l'âge de 5 ans, parfois même avant, et une population d'enfants qui se développaient bien, sans consultation, et les parents, les enfants se débrouillaient bien.
Et puis on a attendu, on a suivi les enfants en consultation du centre médico-psychologique jusqu'à l'âge de 15 ans, et on leur a posé la question, est-ce qu'il vous est arrivé, ou est-ce qu'il t'est arrivé d'être amoureux? À l'âge de 14-15 ans, tous les enfants ont répondu oui. Et le premier amour se passe toujours mal. Vous êtes d'accord? Le premier amour, d'abord parce que statistiquement, ça se passe toujours mal. C'est très rare qu'on garde le premier amour toute sa vie, ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, le premier amour se termine par un premier chagrin amoureux très douloureux. Et puis aussi parce que par définition, si on parle d'un premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. Or, on s'est dit, est-ce que le premier amour modifie le style affectif, c'est-à-dire la manière de s'attacher? Et quand on a comparé, on a fait des questionnaires, un CAMIR, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette méthode, j'ai apporté un exemplaire, on pourra faire des photocopies, ou vous pourrez demander à Google de vous donner des photocopies, c'est sur Internet, sur le premier amour. C'est un questionnaire qui fait qu'au cours de l'entretien, on coche des cases et à la fin de l'entretien, on a évalué le style affectif de l'adolescent. Le style affectif sécure, évitant, ambivalent ou confus. Et à la fin d'un entretien de 40 minutes, on voit des croix apparaître dans une colonne et très peu de croix apparaître dans une autre colonne. Donc c'est une évaluation approximative, comme toutes les évaluations. Et on constate que dans la population des enfants bien développés, bien partis dans l'existence, il y avait une trentaine, 38 à 40 enfants, adolescents, dans chaque population. On constate que dans la population des enfants bien partis, 3% de ces enfants avaient vécu le premier amour comme un traumatisme. Je ne m'en remettrai jamais. Elle m'a quitté, je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un d'autre. Et on voit des enfants qui apparemment étaient bien, qu'on avait cru bien développés, parce qu'on avait fait une erreur de diagnostic, on avait cru que c'était un attachement sécure, alors que c'était un hyper-attachement anxieux. C'était des enfants qui ne pouvaient pas se détacher de leur mère ou de leur père pour éprouver le plaisir de tenter l'aventure sexuelle ou l'aventure sociale. On avait dit, qu'est-ce que ce couple, qu'est-ce que ce foyer fonctionne bien? Parce qu'on avait confondu attachement sécure et hyper-attachement anxieux. Et lorsque, après le chagrin du premier amour, lorsqu'il y avait eu, qui est douloureux, qui est toujours douloureux, lorsqu'il y avait eu cette douleur de la perte affective, à ce moment-là, on a vu que ces adolescents s'effondraient, parfois de manière très durable. Et je me rappelle avoir suivi des patients qui étaient beaux, sympathiques, diplômés, qui auraient pu séduire beaucoup de femmes et qui étaient prisonniers du passé et qui vivaient leur premier chagrin comme quelque chose sans remède. Je ne pourrai jamais me guérir, je l'ai perdu, ma vie affective est terminée. En revanche, quand on a comparé la population suivie pour difficulté de développement, on a constaté que 32% de ces enfants mal partis dans l'existence affective tombaient amoureux, avaient le premier chagrin du premier amour déçu, et qu'un enfant sur 3 améliorait son style affectif après la douleur, après le chagrin du premier amour. Parce que la blessure affective du premier amour déçu leur avait appris à aimer mieux. Et ils tenaient plus compte de l'autre. Ils étaient plus attentifs à l'autre. Je ne peux plus lui imposer mes désirs. Il faut que je tienne compte de ses désirs à lui, à elle. Et que, du coup, on voit que les évaluations des styles affectifs avaient amélioré le score de l'attachement confiant. L'attachement sécure était amélioré après le chagrin du premier amour. Donc, le premier amour, qui est un chagrin, qui se termine par un chagrin, invite à un remaniement du style affectif
et que après, on voit que souvent les adolescents, après la souffrance, apprennent à mieux aimer et réussissent mieux leur deuxième couple que le premier couple. Donc là, ça pose bien sûr des tas de problèmes, et parce qu'on voit que cette définition, la distinction qu'on propose entre l'amour et l'attachement, alors je ne sais pas si Alain Badiou est traduit en espagnol. Alain Badiou, non, ne le lisez pas. C'est-à-dire que, parce que lui, il confond amour et attachement, et bien sûr, c'est nous qui avons raison, c'est pas lui. Donc, ne lisez pas, ne lisez pas Alain Badiou. Or, on voit que cette manière, cette sécurité affective, qui est une manière d'améliorer sa socialisation, l'élan vers l'autre est aussi une manière d'améliorer son intellect. Avec Daniel Stern, alors lui, il faut le lire. Daniel Stern était professeur à Genève, alors lui, il faut le lire. On avait fait une observation très simple. Un adulte avait pour consigne d'être assis dans une salle et, avec l'accord des familles, on filmait des enfants préverbaux, 10, 12, 15 mois. Et ces enfants entraient dans la salle et on pouvait analyser les comportements d'attachement, parce qu'on ne pouvait pas faire de questionnaire d'attachement puisqu'ils ne parlaient pas encore. Donc l'attachement, on peut l'évaluer préverbalement par des comportements, et plus tard, on pourra l'analyser et même le chiffrer statistiquement par des questionnaires validés statistiquement. Mais pour ça, il faudra attendre 5-6 ans. Donc là, c'est des bébés, des toddlers qui commencent un peu à marcher, ils entrent. Ceux qui avaient un comportement d'attachement confiant s'orientent vers Daniel Stern, lui tirent sur la manche, lui offrent un babil, lui offrent un morceau de gâteau, un morceau de fruit, et cherchent à entrer en interaction avec Daniel Stern. Ces enfants-là seront les premiers à apprendre à parler, parce qu'ils se mettent en disposition spatiale de conversation. Donc ils s'approchent, ils font un baby talk, un babil, et l'adulte charmé par un enfant, parce qu'il y a des enfants qui ont un pouvoir de séduction stupéfiant, ces bébés-là sont capables de transformer n'importe qui dans cette salle en bonne mère ou en bon père en 2 babils et 3 gestes, une petite offrande, un petit sourire, et nous, adultes, on fond et on leur parle. Et ce qu'on avait constaté, c'est que le bébé préverbal tiré sur la manche de Daniel Stern lui faisait un petit babil, Daniel Stern reformulait, ah ben oui, on est bien, tous les deux, on est contents de se rencontrer. Le bébé attendait la fin de la phrase de Daniel Stern, parce que comme on le disait hier avec les interprètes, il n'y a pas que la parole dans la communication verbale, il y a aussi la musique des mots, la mimique et la disposition spatiale. Et qu'un bébé qui se dispose spatialement près d'un adulte se met en disposition spatiale et relationnelle d'apprendre à parler. Et cette population-là d'enfants va fournir la population des enfants qui vont éprouver 2 ans plus tard le premier jour d'école comme une aventure excitante et amusante. Ils vont s'amuser à l'école et ils vont raconter chez eux qu'ils ont appris des tas de choses, qu'ils ont rencontré une gentille maîtresse, qu'il y avait des copines. Pour eux, ça va être une aventure stressante mais amusante. Alors qu'un enfant sur 3, en entrant dans la même disposition d'observation, aura peur de cet adulte inconnu. Il va l'éviter, il va se tenir à distance, il va éviter le regard, il va se centrer sur lui-même et il va se disposer en périphérie. Il va se blottir contre un mur et il va augmenter ses activités autocentrées. C'est-à-dire que cet enfant, insécure affectivement, parce que chez lui il y a eu une difficulté, il y a eu une violence conjugale, il y a eu un malheur dans la famille, il y a eu
une maladie, il y a eu quelque chose de grave qui a altéré la niche sensorielle dont je parlais hier. Ces enfants ayant appris un attachement insécure, se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. Et ils vont avoir un retard de langage pour des raisons affectives. Et quand on les suit jusqu'au premier jour d'école, ces enfants-là vont fournir à la population des enfants qui ont peur de l'école, qui détestent l'école, qui détestent les professeurs, qui ont peur des compagnons de classe, des camarades qui sont méchants. Ils éprouvent tout comme des enfants méchants. Pour eux, tout est une agression. Ils vont fournir à la population des futurs mauvais élèves. C'est-à-dire que dès la troisième année, dès l'entrée à l'école, c'est l'affectivité qui organise deux groupes, un groupe de futurs bons élèves et un groupe de futurs mauvais élèves. Or, on sait que maintenant, l'école est devenue l'organisateur social des sociétés modernes. Donc, l'affectivité ce qu'on voit dans l'urbanisation, je reprendrai ça tout à l'heure, l'affectivité est devenue un mode de fabrication de deux sociabilités différentes. Une sociabilité d'attachement agréable et une sociabilité d'attachement difficile et de socialisation difficile. Alors, on voit que la manière d'apprendre ce style affectif dépend beaucoup des interactions précoces. C'est rattrapable, c'est résiliable si on modifie la niche interactive. Et beaucoup de gens, généralement des adultes, même des éducateurs, même des psychologues, se laissent prendre. Ces enfants sont difficiles à aimer. C'est difficile d'aimer un enfant ambivalent. On fait un effort pour t'aider et il répond en nous agressant. C'est difficile, même si c'est notre métier, même si on s'applique à ne pas répondre à l'agression par l'agression, c'est quand même difficile à supporter. Ce n'est pas le plaisir, et le plaisir est contagieux, mais le déplaisir aussi est contagieux. Et si un enfant nous regarde méchamment ou nous agresse parce qu'il nous aime, un enfant qui a acquis un attachement ambivalent nous agresse, nous tape dessus parce qu'il nous aime, mais il n'a pas appris à exprimer son affection autrement. Donc pour nous, éducateurs, psychologues, pour nous c'est difficile. Notre métier fait qu'on doit se former à maîtriser nos propres émotions, mais ce n'est pas toujours facile et quelque chose passe quand même du non-plaisir ou même de l'application qu'on fait pour essayer d'aider ces enfants. Et on voit qu'on avait fait une autre observation aussi à Marseille sur une population de 50 enfants. Et la situation d'observation était la suivante. La mère est en présence d'une femme inconnue. Et le bébé préverbal est là. La femme inconnue a un nounours mécanique et elle remonte le nounours mécanique. Alors bien sûr, le nounours mécanique se met à battre du tambour, ce qui pour un bébé de 14 mois est un événement majeur. Alors le bébé est content, et puis à un moment, la femme inconnue prend le nounours, fait semblant de le remonter, et le nounours ne bat pas du tambour, et la femme inconnue fait semblant de pleurer. Sur 50 enfants observés, 48 enfants ont fait un bisou à la dame inconnue qui pleurait, l'ont caressée, lui ont fait une offrande alimentaire, et beaucoup de ces enfants ont pris le nounours et l'ont porté à maman pour qu'elle le répare, parce que les mères savent tout faire. Et donc, ils ont porté le nounours à leur mère. Et 2 enfants sur 50 ont tapé sur la femme qui faisait semblant de pleurer. Et quand on a parlé avec les familles de ces 2 enfants qui battaient l'adulte, on s'est rendu compte que ces 2 enfants sur 50 avaient eu une tragédie affective familiale. Conflit familial,
cancer de la mère ou du père, accident de voiture. Il y avait eu, dans tous ces cas, une tragédie familiale qui fait que la niche sensorielle avait été désorganisée et que, non pas à cause de la mère, mais à cause d'un accident de la vie, les mères avaient perdu leur fonction sécurisante. Je souligne, ce n'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui lui avait fait perdre cette fonction sécurisante. Alors donc, il y a une possibilité de sécuriser ça, de sécuriser tous ces enfants. Mais il faudra qu'on s'y efforce. Alors, voilà ici, il y a une transmission non génotique, non génétique. Alors, comme je le disais hier, on ne peut pas faire d'expérimentation, toutes les expérimentations avec les bébés, quoique celle d'une nounours mécanique, où la mère fait semblant de pleurer, c'est une expérimentation. On a fait des séries, on a validé statistiquement, mais on n'a pas fendu un seul enfant. C'est-à-dire on s'est contenté de les observer dans une situation de jeu. Alors là, on prend cette mère, une femelle macaque, et on l'isole quand elle est petite. Et là, quand il n'y a pas d'altérité chez un mammifère, humain ou non humain, la seule altérité, c'est les mains, c'est les balancements, c'est les activités auto-centrées. Et on voit qu'une femelle privée expérimentalement d'altérité se centre sur elle-même. Elle est remise dans son groupe et lorsqu'elle arrive à la puberté, et comme je disais hier, la puberté, ce n'est pas l'adolescence, mais cette femelle-là est attirée, ou plutôt elle attire un mâle, et on voit qu'elle ne sait pas s'accoupler. C'est-à-dire qu'elle attire le mâle et elle le mord, elle s'enfuit ou elle l'agresse parce qu'elle n'a pas appris en jouant, elle n'a pas appris les rituels d'interaction, comme 1 sur 3 de nos enfants n'a pas appris les mots pour réguler l'émotion ou les rituels d'interaction. Et on voit que donc l'enfant, à sa puberté, a un trouble affectif, comportemental, sexuel, qui est le même que celui de sa mère qui a été expérimentalement isolé. Quelque chose a été transmis entre la mère et le petit. C'est une transmission non génétique. C'est parce que la mère ayant été altérée par la privation sensorielle, la privation affective précoce, a altéré ses interactions avec le petit qu'elle élevait, qui fait que lorsque lui-même est arrivé à l'âge de la motivation sexuelle, il n'a pas su s'accoupler, parce qu'il n'avait pas pu apprendre. Il y a donc une transmission non génétique du malheur de la mère pour l'enfant. Là, le malheur de la mère, il est expérimental, puisque ce sont les éthologues qui ont isolé la femelle. Alors voilà ici comment je propose d'apprendre à raisonner. Donc vous avez compris que depuis hier, on a tous décidé d'assassiner Descartes et que ça va être un acte de moralisation intellectuelle. Parce qu'il faut raisonner en termes de convergence de déterminants et non pas de une cause qui provoque un effet, puisque comme je le disais hier, même dans les sciences dures, c'est aujourd'hui contesté, alors vous pensez bien que dans les sciences humaines, c'est encore plus contestable. Alors voilà ici le schéma de raisonnement que je propose pour un raisonnement systémique. C'est-à-dire c'est une constellation de déterminants qui agissent sur un enfant en cours de développement. Avant la parole, entre 0 et 3 ans, on voit que l'étoile majeure, c'est la mère, mais que la mère peut briller différemment selon les interactions avec le père. Si le père la sécurise, la mère va briller et l'enfant sera sécurisé. S'il y a une violence conjugale et que le père ou la culture ou l'histoire de la mère insécurise la mère ne va pas sécuriser son enfant.
mais que dans ce système familial à multiples attachements, il y a la grande sœur, le grand frère, la tante, la gardienne, le chien, et que tout le monde va marquer une empreinte biologique dans l'acquisition de ce style affectif. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, il va y avoir un remaniement de ces manières d'aimer à cause des deux nécessaires virages de la période de l'adolescence, l'apparition du désir sexuel et l'apparition de la fierté de devenir indépendant socialement pour ne plus dépendre de maman et de papa. Et on voit à ce moment-là que la mère et le père, il continue à y avoir un attachement, mais ils sont moins investis. En revanche, on voit que le sportif, le guitariste, le professeur, les copains de quartier vont être, eux, surinvestis pour faciliter la séparation. Et la séparation, qui est une aventure sociale, si les enfants ont été sécurisés, et qui est une aventure angoissante si les enfants ont été insécurisés. Et s'il arrive un malheur, si la mère meurt, un cancer, ou je pense à une dame que j'ai eu à accompagner, qui avait 2 enfants. Elle est enceinte du 3e enfant quand sa propre mère commence une maladie d'Alzheimer. Et cette dame s'entend très bien avec son mari, et elle dit à son mari, « Tu as un métier qui t'intéresse, moi mon métier ne m'intéresse pas trop, tu gagnes plus d'argent, tu continues à travailler et tu t'occupes des 2 enfants aînés, et moi, je renonce à mon métier qui ne m'intéresse pas trop, et je m'occupe du bébé et de ma mère qui commence la maladie d'Alzheimer. » Sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant, alors que s'occuper d'une mère qui commence une maladie d'Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Et on voit que cette mère s'éteint, elle sourit moins, elle parle moins, ce qui fait que les 2 enfants aînés n'ont pas du tout la même mère que le 3e bébé, enfant, qu'elle a mis au monde. Le 3e enfant a une mère insécurisante, alors que les 2 premiers ont une mère très sécurisante. Donc quand j'entends dire des femmes ou des hommes, moi mes enfants tous pareils, mon œil, on dit mon œil en espagnol, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ils n'ont pas le même sexe, ils ne prennent pas la même signification, ils n'arrivent pas au même moment de l'aventure sociale ou affective des parents, donc les frères et sœurs n'ont pas les mêmes parents. Alors on voit ici que quand arrive une tragédie, on voit que la niche sensorielle est complètement modifiée et que là on parlera de tuteurs de résilience, parce que c'est des tuteurs qui étaient secondaires si tout se passait bien, mais comme il y a une escarre, comme il y a un traumatisme, des tuteurs secondaires sont surinvestis. Et on voit que les enfants continuent, non pas leur développement, mais ils continuent un bon développement en surinvestissant des tuteurs qui n'auraient pas été investis si la mère de la mère n'avait pas eu une maladie d'Alzheimer ou s'il n'y avait pas eu une tragédie dans cette famille. Voilà, donc j'avais prévu de parler de cette expérimentation, mais j'en ai déjà un peu parlé. Donc finalement, l'idée que je vous propose, c'est que c'est une construction permanente de notre manière d'aimer. L'amour est une manière d'aimer intense, narcissique. On est plein de soi, c'est euphorisant. Ça prépare à la déception, statistiquement, alors que l'attachement est beaucoup plus insidieux, est une autre manière d'aimer qui prépare à la construction. Merci de m'avoir écouté.